La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Tu voulais donc, Audrey Soussan, savoir de quoi on allait parler dans cet épisode du podcast d'OVNI. Et on va parler boxe. Ah, génial! Ouais, parce que c'est J'aime un ça. podcast de boxe, en fait. Magnifique! Ouais. Et mais tu sais que Voilà. je fais de la boxe? Bah, Tu me dis évidemment, ça je par sais que tu hasard fais ou de la what? boxe. Il peut passer de 0 à 3 fois par semaine. J'ai eu un Intel ce matin. Mais je rêve ou Ouais, quoi? je me suis renseigné. Ah, tu fais tes due deals. Je fais des due deals sur mes invités. Bienvenue, Audrey, sur le podcast d'OVNI. Je suis trop content. Oui, ça enregistre. Salut Mathieu. Et ceux qui regardent sur YouTube pourront voir la tête de Drew qui fait « Oh, ça enregistre là ?» Et oui, ça enregistrait. Moi, j'étais chill. Non, je suis trop content de faire cet épisode. Pour la petite blague, disclosure, on se croise tous les matins à l'école avec Audrey, puisqu'on a nos enfants dans la même école. Et puis un jour, Arnaud, ou quelqu'un de l'équipe d'OVNI, nous a mis dans nos agendas respectifs podcast Audrey Soussan. J'ai fait oui, ok, d'accord, très bien. Bah, en fait, évidemment, j'ai envie de dire, mais voilà, donc je suis Moi, vraiment me suis très dit, content. la classe, Ouais. Mathieu Stéphanie, waouh! Voilà. Non, je suis très content parce qu'on va pouvoir, à chaque fois qu'on se croise, on parle finalement pas si pro que ça, donc je vais pouvoir aussi comprendre un peu tout ça. Comprendre aussi ce que c'est Ventech. On dit Ventech ou Ventech? Ventech. Ventech. Venture Technology. Ventech, oui, mais après en français, bon. Ventech, Ventech, on doit vous dire de temps en temps. Vous êtes Madame Ventech, qui est quand même un fonds assez historique, parce que dans mes premières levées, ou les premiers fonds que j'ai rencontrés moi sur ma toute première boîte, je pense qu'en 2005-2006, j'avais vu des gens de chez Ventech. Il y avait Ventech Partech et un autre, je ne l'ai plus, qui était vraiment pour moi des fonds qui existaient déjà depuis longtemps et qui avaient déjà une bonne street cred à cette époque. Donc, Si je peux me permettre, ouais. Rapproche-toi bien. Ouais. je dirais pas fonds historique, je dirais fonds pionnier. Pionnier. Pourquoi? Du capital innovation en Europe. Ça sort les éléments de langage d'entrée de jeu. Parce que historique, tout de suite, ça sous-entend qu'on n'est pas à la page, tu vois. Donc, je n'avais permets. aucun sous-entendu de ma part, évidemment. Mais ouais. Okay. Écoute, c'est un fonds qui a été créé en 98, un des tout premiers fonds effectivement sur le marché du capital risque en Europe. Et historiquement, c'était un fonds qui était né de Natixis Private Equity, un peu comme l'émergence du capital risque en Europe. De toute façon, c'est le bancaire, la finance. Donc nous c'était groupe BPCE et puis on a pris notre indépendance en 2011. On a 100% de la société de gestion désormais qui nous appartient. Votre indépendance, ça veut dire que il n'y a plus aucun de ces historiques institutionnels qui est à bord. Qui est au capital, ouais, exactement. Et pourquoi ils décideraient de sortir? Pourquoi ils resteraient pas même minoritaires Parce qu'à l'époque, donc en 2010-2011, on était en plein dans la crise financière, et donc les banques ont décidé de se désinvestir de leurs activités de capital risque, mais quasiment toutes les banques françaises ont fait ce move-là, de se dire ok, on se réoriente sur nos actifs stratégiques, et ça c'était annexe pour eux, et donc en fait tous se sont plus ou moins désinvestis de ces activités-là, et c'est comme ça que sont nés, tu citais Partech, je crois que c'était BNP à la base qui était chez Partech, enfin tout le monde était un petit peu, il y a Omnes qui était Crédit Lyonnais, lui Crédit Agricole, donc tout l'univers du capital risque en Europe est né comme ça. On pourrait se dire les pauvres ils ont pas fait une super affaire parce que ils sont partis un peu à l'aube des belles années. Cela dit, on va pas les plaindre parce que généralement les banques depuis 2012 ils s'en sont plutôt bien sortis quand même, les gros acteurs. Puis surtout ils sont restés partenaires, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas leur rôle à jouer dans l'innovation en Europe, au contraire, et ils sont toujours des forts partenaires à nous. C'est juste qu'ils ont compris que être dans la société de gestion, c'est peut-être moins leur rôle. Nous, on a compris que avoir notre indépendance, ça avait aussi du bon, et que on voulait être complètement libre de nos décisions d'investissement. On en parlait tout à l'heure avant que le micro s'ouvre. Les décisions d'investissement, elles doivent être basées uniquement sur des performances. Il ne doit pas y avoir des performances financières. En tout cas, c'est notre stratégie chez Ventech. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait
une once d'influence liée à la stratégie de quelqu'un qui voudrait, je sais pas, diguer un secteur, enfin rentrer dans un secteur ou comprendre mieux une industrie ou je sais pas, communiquer sur sa présence dans telle ou telle société. Donc si on veut vraiment s'axer sur les performances, il faut avoir cette décision, cette indépendance de décision. Notre démarche avec les contenus autour d'OVNI, en particulier ce podcast, c'est de build in public, donc de créer vraiment et d'essayer d'apprendre au maximum en avançant, de partager un peu tout ce qu'on fait, dans le bien comme dans le mauvais. Ce qui m'intéresse, moi, dans une aventure comme la tienne et celle de Ventec, c'est aussi ce côté pionnier, j'allais dire historique, mais non, mais en tout cas, ce track record. Tu peux me donner, juste pour qu'on se rende compte, les chiffres que tu connais, que vous ne disclosez jamais, j'espère aussi. Jamais. Sur les 15 dernières années, on a fait autour de 120 investissements, et sur les 120 investissements, 80 sorties. Donc, Wow. ce qui est bien, c'est qu'on peut démontrer qu'on est allé vraiment jusqu'au 2/3 de sorties, cycle. c'est Ouais. Mais en 15 ans. Et donc, l'idée, c'est aussi de démontrer que, voilà, ce qui est dur dans l'univers du VC, et on en parlera, j'espère, c'est que c'est un métier de long terme, quoi. Donc, tu n'as la feedback loop que longtemps après. Et donc, c'est assez plaisant de pouvoir au moins avoir un petit peu de cette data-là sur le passé et ce qui s'est vraiment fait. Notre dernier fonds a été annoncé la semaine dernière. C'est un fonds de 175 millions d'euros. Bravo, incroyable. Merci. Sur quel il y a une thématique, ouais. Écoute, je vais pas révolutionner le monde de la tech sur les thématiques qui sont en train d'émerger en ce moment. Donc évidemment l'IA, si tant est que ce soit encore une thématique, et la santé digitale. On pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce marché immense en termes de innovation, disruption. La santé digitale, c'est quoi? Tout ce qui est thérapie digitale, tout ce qui est prévention. Ce que je te disais sur Haro tout à l'heure, par exemple, je te parlais de ce truc, ça pourrait tout à fait rentrer. Ouais. Mes nouveaux petits chouchous. Ouais, ok. Sponsor. Et non, pas du tout sponsor. Ah non, Haro, c'est un non, ils sont passés. Ah ouais, c'est non, je précise qu'on sont mes sponsors. Et Haro, non, c'est juste des gens qui sont passés par, je te disais, ce programme l'étincelle, l'un des médecins, et j'ai trouvé leur approche grâce à l'IA. C'est les premiers qui me prouvent qu'en 6 mois, tu arrives à faire de l'idéation au MVP, même plus qu'un MVP, parce que moi, je suis allé littéralement faire mes tests sanguins, mes analyses, et derrière, ils me sortent un truc comme j'en ai jamais vu, quoi. Donc, je trouve ça très cool. Ouais. Pardon, petit aparté. Non, je t'en prie. Donc, santé, on va regarder tout ce qui est santé digitale, on va regarder tout ce qui est prévention, tout ce qui est thérapie digitale, tout ce qui est évidemment IA pour aider les médecins à être plus productifs. Et puis, on va regarder tout ce qui est personnalisation de la santé, évidemment. On regarde aussi tout ce qui est sujet souverain, donc cybersécurité, space tech. Ok. Et on regarde également tout ce qui est industrie 4.0 ou un logiciel industriel sur les innovations dans ce monde de l'industrie. Donc, ça, ce sont on va dire des silos à l'intérieur des 175 millions. Tu vas allouer des parties là-dessus, ou c'est juste, vous dites non, on s'autorise ces secteurs-là, et plus si affinité ou opportunité? Ouais, c'est une bonne question. En fait, on a un peu une théorie là-dessus chez Ventec, c'est de se dire, on est un expert. Bon, je vais même pas raconter ce que faisait Ventec, d'ailleurs. Je vais y venir. Non, t'inquiète, on y vient. C'est comme ça que ça se passe chez moi. On va dans la discussion et j'y reviens. T'inquiète pas. Mais donc, juste, en fait, on est expert du early stage. Nous, on fait que du early stage, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les fonds français. Il y en a qui ont... Qu'est-ce que tu entends par early stage? Parce que ça diffère d'un fonds à l'autre. Vrai. Seed série A, s'il faut mettre un nom dessus, ou en tout cas... S'il faut mettre un chiffre dessus. Voilà, s'il faut mettre un chiffre, je dirais, on va commencer autour du demi-million d'euros d'ARR, si tant est que c'est de l'ARR sur tel modèle, et puis donc un petit peu de traction commerciale, on va dire, mais tu m'as demandé un chiffre, et puis on va pouvoir aller jusqu'au petit scale, donc jusqu'à 3-4 vendeurs, ou jusqu'à, on va dire, 3 millions par an annuel. Et quel montant d'investissement, minimum au maximum? Si je dois mettre des chiffres, j'ai entre 500 000 et 6 millions en premier tour de financement, et après on réinvestit tour après tour. Ok. Mais j'étais en train de t'expliquer que effectivement, nous on fait que le early stage, pas le growth, et donc
ça sous-entend que on est obligé d'être assez large en termes de thèse sectorielle, parce qu'on sait très bien que toutes les 12 à 18 mois, l'innovation, elle évolue, il y a une nouvelle vague qui vient émerger, et nous, on doit sélectionner qui vont être les champions de cette nouvelle vague. Et puis, au bout de 12 ou 18 mois, a priori, alors on a sélectionné le bon ou on n'a pas sélectionné le bon, mais en tout cas, on en a sélectionné un. Et celui-là, il a de quoi, en tout cas, il a les moyens de ses ambitions. Mais en parallèle, il y en a d'autres qui ont été financés par nos petits copains. Et donc, du coup, ce marché-là, il devient mature, puisque les entrepreneurs commencent à avoir les moyens de leurs ambitions. Et là, il y a une nouvelle vague d'innovation qui arrive et il faut la prendre. Et en fait, si je continuais à investir dans le même secteur encore 18 mois après, j'investirais dans les sociétés qui ont du retard par rapport à celles dans lesquelles j'ai investi il y a 18 mois. Et pour autant, sans qu'il y ait eu une disruption technologique suffisamment forte. Alors, je sais que les cycles de disruption se raccourcissent, mais 12 mois, c'est pas assez pour que, parce que tu es arrivé 12 mois après, tu as une avance d'agilité ou une avance technologique très forte. Parce que normalement, si tu arrives 12 mois après et qu'il y a une petite évolution technologique, tu es capable de la rattraper avec ton agilité, parce que comme tu es encore jeune, tu as encore l'agilité. Donc, ce qui veut dire que comme on est sur le early stage, on est obligé d'avoir cette agilité, de se dire, en fait, ces vagues d'innovation, il faut sans cesse qu'on les prenne à leur tout démarrage. Et quand elles grandissent et qu'elles mûrissent, c'est plus notre métier, c'est le métier des gens qui font du growth, quoi. Et les vagues d'innovation, tout à l'heure tu disais qu'on arrivait peut-être en bout de vague d'IA, ou en tout cas que l'IA était plus une innovation en soi ou une vague en soi, je sais pas. Je disais plutôt que c'était plus un secteur en soi, dans le sens où c'est en train de se répartir tellement partout. dans toutes les C'est un peu verticales. comme la tech, quoi, entre guillemets, au sens large. Digital, comme on disait avant. D'ailleurs, ce matin, j'étais avec un cabinet de recrutement qui me disait j'ai recruté un head of AI pour une scale-up française. Et j'étais là, ça me rappelle les Chief Digital Officer, tu vois. Et au bout d'un moment, normalement, l'IA est tellement infusée dans le marketing, la tech, le produit, le sales, que il y a plus besoin de Head of AI. Il y a dans tous les métiers de la connaissance IA un peu partout diffusée dans l'entreprise. Et donc, c'est la même manière pour les verticales. Tu vas avoir l'IA appliquée à la santé, l'IA appliquée au logiciel industriel, l'IA appliquée au Mais ce qui veut dire que c'est une forme de bout de vague, dans le sens où la vague de l'IA est toujours là, voire un tsunami peut-être. Alors certains disent que il y a beaucoup trop d'argent qui est mis là-dedans au sens large, au niveau mondial. Alors il y a une part massive, j'ai l'impression, qui est mise plutôt dans les grosses boîtes, notamment les GAFAM et plus si affinité. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Alors, est-ce qu'on y croit trop? Encore une fois, il y a des stats qui disent 40% des levées de fonds sont attribuées à des boîtes d'IA. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de boîtes non IA. Enfin, moi, toutes les startups qui viennent de me voir, si elles font pas de l'IA, elles sont à côté de la plaque. Eh ben oui, parce que juste, c'est un nouvel outil qui est à ta disposition pour innover. Donc, tu vas pas l'utiliser s'il est là. Donc, après, ce qu'il peut y avoir, c'est un secteur spécifique qui va être ce qu'on appelle architecture IA. Donc, tout ce qui sont les outils Ops, AI Ops, qui permettent de s'inscrire dans la chaîne de valeur de l'IA. Donc, je sais pas, tout ce qui est observabilité, orchestration, tout ce qui cybersécurité des LLM, donc tout ce qui va permettre finalement de mieux faire fonctionner cet écosystème IA qui va lui-même s'infuser dans tous les autres secteurs. Mais effectivement, on peut plus parler de sous-secteur. Donc après, tu me disais... Je te demande s'il y avait d'autres vagues qui arrivaient ou d'autres... T'étais peut-être pas sur cette question. Non, tu me demandais, est-ce que on est en bout de vague, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a trop de financement? Tout à fait. Donc voilà, il y a ce problème de définition où je pense que oui, tout le monde finance l'IA parce qu'il y a que de l'IA qui innove en ce moment. Et ensuite, tu me disais une grosse partie est attribuée au GAFA, et puis c'est ce qu'on dit, parce que de 200 milliards, on dit, bien sûr, notamment sur les GAFA, je pense que c'est même beaucoup plus d'ailleurs. Mais quand même, on voit que il y a certaines sociétés qui sont AI native et qui s'inscrivent dans cette chaîne de l'IA que je disais. Donc, c'est pas le logiciel SaaS qui utilise l'IA, c'est vraiment de l'AI Ops. Du Lovable, exactement. Ou des comme ça. Ces sociétés-là, effectivement, elles font des très gros tours de financement. Mais en même temps, on n'a jamais vu des sociétés croître aussi vite. On n'a jamais vu des sociétés atteindre 100 millions d'euros d'ARR en 9 mois depuis des dizaines d'années, quoi. C'est là où les comparaisons sont pas forcément valables quand on te compare ça à la bulle Internet des années 2000, où on te dit, à l'époque, on parlait de 20 milliards d'investis
Il y avait une bulle, là on parle de 200 milliards. Comment ne peut-on pas parler de bulle, tu vois? Mais à l'époque, il n'y avait pas de boîte qui faisait 100 millions ou 105. Ouais, il n'y avait pas de chiffre d'affaires, ou très peu. Quoi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a honnêtement énormément d'ambition sur ces boîtes-là parce que on n'a jamais vu autant de croissance, enfin une croissance aussi rapide dans certaines de ces boîtes. Mais d'un autre côté, le modèle n'est pas prouvé non plus. C'est-à-dire que ce revenu-là, on ne sait pas à quel point il est sticky, on ne sait pas à quel point il peut churner. Et en termes de viabilité et performance financière de ces sociétés-là, on n'y est pas encore. Même un OpenAI qui fait plusieurs milliards, pour 1 euro investi, il perd 3 euros. Donc, on peut se poser la question de quelle est la viabilité, la pérennité. Donc, énormément d'ambition, énormément d'enjeux sur ces sociétés. Et en même temps, encore beaucoup de questions. Donc moi, l'IA, en ce moment, vraiment, c'est tout aussi excitant que c'est frustrant, parce qu'encore plein de questions et encore marrant, plein l'ambivalence de ce secteur. Ouais. C'est-à-dire que excitant, frustrant, inquiétant, enfin, c'est vraiment tellement de sentiments qui passent par là. Vous avez fait un peu de crypto, de blockchain, de choses comme ça? Pas trop. On avait fait une boîte qui a pivoté depuis, du coup, dans le Web3, mais non, on n'a pas trop. C'était une mauvaise vague, ça, ou il y a quand même des... Je pense qu'il y a encore... en tout cas, tout dépend de quoi on parle exactement. Si on parle crypto, vraiment, il y a des gens qui ont gagné de l'argent dessus. Donc, quel est ton objectif? Ton objectif, c'est quand même, en tant que fonds d'investissement, faire la performance financière. Donc, si sur un quick win... Si tu avais mis ta trésor en bitcoin, tu aurais été... Alors, ça, je pense pas que mes LP soient d'accord. Mais si... mais voilà, si j'ai... Encore une fois, on peut faire du retour financier sur des sociétés inconnues qui sont pas forcément des licornes. Moi, en tant que investisseuse, je vais pas cracher sur une performance financière. Ça reste une performance financière. Après, bien sûr, quand on fait du VC, je pense qu'on va en parler, mais il y a un peu aussi cette envie d'aller au-delà de la performance financière et de participer au monde de demain, d'avoir l'impression de shaper le futur, d'avoir l'impression d'innover, quoi, et de participer à l'innovation. Donc, tu as envie, au-delà de ce que tu apportes financièrement, c'est cette aventure humaine déjà, de participer à une société qui grandit, etc. Donc, est-ce que c'était une vague? Est-ce que ça valait le coup d'y être? Je pense qu'il y a des gens qui se font de l'argent dedans. Est-ce que on peut pas encore réutiliser des technologies de blockchain pour faire des choses qui vont être intéressantes pour demain? Si, probablement. On est loin d'avoir terminé là-dessus. Voilà. Mais c'est peut-être pas... Je parle en termes de vagues, c'était peut-être pas aussi... gros que, je sais pas, les applis... énormément, en tout cas. Tu vois, mobile ou aussi gros que tous les business en SaaS qui sont vraiment des vrais... En tout cas, ça c'est pas, comme on disait tout à l'heure, l'IA va s'injecter partout dans l'économie, dans tous les secteurs. Ça s'est pas encore démontré, ni dans la blockchain, ni dans le Web3. Ventec, on parle d'investissement, ton play, il est européen, parce que tout le monde dit un peu européen, mais en vrai, souvent quand on vient de... Et là, je te pose une question, je n'en sais rien, donc il n'y a vraiment pas de réponse attendue de ma part. On va tous se dire européen, et puis on fait 70% des invests en France. Qu'en est-il chez vous? C'est un axe très fort chez nous, d'être pan-européen. Okay. Et je vais te raconter pourquoi on ne fait pas que le dire. Je vais essayer, du moins. Donc, tu me demandais les pourcentages. Donc, nous, objectif 40% France, 30% Allemagne, 20% Nordics, 10% Rest of World. Donc, Rest of Europe ou Rest of World? Rest of World, parce qu'il y a des boîtes américaines avec l'équipe en France. Enfin, tu connais les entrepreneurs français qui ont leur business model aux US, voilà. Kazakhstan, pourquoi pas. Alors, comment on fait ça et pourquoi on a l'impression de pouvoir le faire vraiment? On est vraiment persuadé que sur le early stage, j'y reviens, c'est notre spécificité. Pour investir dans les boîtes de early stage, pour vraiment comprendre... Finalement, ton métier, c'est pas vraiment un métier financier où tu vas faire de l'audit, tu vas comprendre le PNL de la boîte, tu vas pouvoir décortiquer les métriques financières. Non, puisque comme on le disait tout à l'heure, les boîtes démarrent tout juste commercialement. Donc non, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à challenger l'ambition de l'entrepreneur, sa vision, qu'on arrive à
à vraiment comprendre ce qu'il a derrière la tête, à quel point il a envie de disrupter, comment il est résilient. Et ça se challenge par une proximité culturelle, à notre avis. C'est-à-dire que c'est très difficile à faire à distance. Alors, je parle pas forcément de distance physique, mais je parle de distance culturelle. C'est-à-dire que pour pouvoir vraiment juger de ces éléments que je viens de décrire, c'est mieux de pouvoir parler la même langue, c'est mieux d'avoir une idée du contexte dans lequel tu fais ton business, d'avoir une idée de ton marché. Et on pense que on arrive beaucoup mieux à identifier les signaux faibles quand on parle d'allemand à allemand, de français à français et de nordique à nordique. Et donc on a des équipes locales dans chacune de ces géographies. Donc non seulement on a des bureaux à Paris, Munich, Berlin, Helsinki, Stockholm, mais c'est pas des bureaux où on a planté un drapeau marketing, où on est allé chez WeWork et on a ouvert un bureau. En fait, on a des associés dans chacune de ces régions. Ce qui veut dire que tout à l'heure, je te parlais de la société de gestion qui nous appartient. Elle appartient donc à 7 associés. Et parmi les 7 associés, il y a 2 Allemands, un Finlandais. Donc, donc c'est des gens qui sont associés à la société de gestion sur le long terme, qui sont pas juste là pour faire 3 deals et repartir. C'est des gens qui travaillent avec nous depuis 2013. On a ouvert l'Allemagne. 2016, on a ouvert les Nordiques. Donc, c'est pas hier non plus, parce qu'il se trouve que la scène nordique en ce moment est complètement booming. Mais on y est depuis 2016. Donc, ça prend du temps vraiment d'ouvrir une géographie quand tu es un venture capitaliste, parce que il faut avoir un réseau local assez important, il faut avoir un track record, construire ce track record, et un track record d'investissement, mais aussi un track record de sortie. Et c'est que quand tu es allé jusqu'au bout du cycle que tu commences à avoir une certaine légitimité dans le marché localement. Et donc, ça prend du temps de faire ça. Et on l'a pris. Donc, effectivement, on est en France depuis très longtemps, depuis 25 ans. On a ouvert l'Allemagne en 2013 et désormais, on a 3 dealmakers, donc 2 associés et un principal. Et on a d'ailleurs un junior aussi, un associate. Et dans les Nordiques, on a une personne, un associé qui est en Finlande, à Helsinki, et un principal qui est à Stockholm. Combien de femmes dans tous ces associés? Parce que tu as dit 1, mais je sais pas si... Non, il se trouve qu'on est 40% de femmes parmi les associés, ce qui est assez rare, 3 sur 7. Et ce qui est assez rare dans le monde du venture européen, je le confirme. Bravo. Comment on fait une décision dans les Nordiques? Comment est prise la décision? Elle est prise de manière indépendante par chacune des équipes, ou est-ce qu'il y a une des autres équipes qui doit quand même un peu valider? Comment ça se passe? C'est une très bonne question, parce que on a très peur de ce qu'on appelle, nous, les équipes satellites. On veut vraiment éviter que chacun prenne la décision dans son coin, et que finalement, au bout d'un moment, on se dise, mais en fait, ça sert à quoi qu'on soit ensemble, autant spin-offer, quoi. Donc, on est vraiment dans une collaboration globale, mais la main de la décisionnaire, donc on a un comité d'investissement, donc tous les associés sont à ce comité d'investissement, tous les associés venant de tous les pays. Et par contre, à partir du moment où tu es associé ou dealmaker, tu as une sorte de flexibilité dans la façon dont tu vas faire ton deal. C'est-à-dire que, oui, tu as besoin d'avoir une décision d'investissement du comité, mais par contre, s'il faut ajuster la valo, s'il faut prendre une décision pendant un board, c'est aussi la raison pour laquelle on a des gens très seniors dans le deal-making, qui ont au moins 15 ans d'expérience, sinon il faut pas de deal, quoi. Mais l'objectif, c'est vraiment de dire, à partir du moment où tu es en board, puisque on n'en a pas parlé, mais il se trouve qu'on est lead investor et qu'on est au board. On est board member dans les sociétés dans lesquelles on investit. À partir du moment où tu es en board, il faut que tu sois capable de prendre la décision tout seul. Et tu peux pas dire, attendez, je reviens, je vais aller voir mon comité d'investissement, je vais leur demander s'ils sont d'accord, et s'ils sont pas d'accord, on trouvera une autre solution. Dans ce genre d'agilité du monde de la startup, tu es un peu obligé de marcher très vite, quoi. Donc, il y a une forte indépendance, je dirais, du dealmaker, quel que soit l'endroit où il se trouve, mais il y a une décision qui est collective. Comment on fait pour pas s'empâter quand on est un pionnier et être agile, rapide, quand en plus moi je trouve ça super de voir que tout ça a été renewed, de voir votre singularité, mais finalement quand on a en Nordiques, en Allemagne ici, des comités, etc., je vois la vitesse à laquelle il faut aujourd'hui potentiellement prendre des décisions, parce que les dossiers les plus chauds, en fait, il faut toujours y aller très vite. Ouais. Est-ce que vous avez eu des moments quand tu viens en plus sorry, mais quand tu viens d'un Natixis ou d'un truc, souvent t'as quand même un peu un ADN un peu plus lent. Ouais. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que vous avez
une organisation, des techniques, des méthodes que tu peux m'expliquer? Très bonne question, parce qu'en plus, je reviens de Luxembourg où il y avait un peu la grand-messe du IAF, le Fonds européen d'investissement, qui nous a sorti des stats pour dire que pour comparer la performance des emerging managers avec la performance des non-emerging, quoi. Donc les emerging, c'est les nouveaux... C'est premier, deuxième, troisième vintage, Okay. donc les 3 premiers cycles tes 3 premiers fonds, en fait. Et donc, qui disaient que ils étaient plutôt meilleurs, les emerging, voire au même niveau, voire meilleurs, quoi. Okay. Et donc, Et tu peux être effectivement, emerging manager dans un ancien fonds ou c'est quand même... Non, c'est un fonds. complètement. Oui, Ok, oui. ok, D'ailleurs, ok. c'est donc on a le cas chez Ventec, puisqu'on a 2 stratégies chez Ventec. Toujours pas présenté Ventec, c'est pas grave. Mais donc, ce dont on parlait, la stratégie principale de flagship, c'est Tech Early Stage pan-européen. Mais on a aussi créé, il y a 5 ans, un fonds impact qui, lui, est justement un emerging manager dans une société de gestion qui est déjà existante. Et justement, ça, c'est considéré par le FEI comme un emerging manager. Ok. Donc, comment on fait pour être hungry, garder son hungriness et continuer à être... Déjà, je pense qu'il y a une histoire de vraiment challenging entre nous, quoi. C'est-à-dire que à la fois, on a la force d'avoir une équipe qui est très solide, qui est très stable. Et ça, c'est hyper important dans un fonds de capital parce que c'est de l'artisanat, quoi. Il faut quand même... nos investisseurs, ils font confiance en des hommes, des femmes. Tu peux pas changer tous les 4 matins. De facto, vous êtes combien au total? 15. 15, c'est ça. Donc, de facto, quand t'es 15, c'est de l'artisanat, quoi qu'il arrive. Tu fais pas de l'industriel. Hein, donc, quelque part, il y a un truc où tu fais confiance en des hommes et des femmes. Donc, tu as besoin d'avoir une sorte de stabilité de l'équipe. Sinon, c'est le bordel. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des clauses d'hommes clés. Mais tu as besoin aussi que cette stabilité, elle se résume pas dans Fat Cat, comme on dit, une stratégie Fat Cat. Donc, il faut une sorte de... Fat Cat, explique-moi, pardon. Les Fat Cat, c'est en gros, je deviens gros, je m'empâte. Okay, voilà. Et donc pour ça, il faut se challenger mutuellement. Je pense que la force de notre culture, c'est la diversité d'équipes. Le fait que on ait donc plusieurs géographies qui soient représentées. Donc, on a 7 associés, 3 nationalités différentes. Mais sinon, dans l'équipe, on est 5 nationalités différentes sur les 15. Le fait qu'on n'ait pas le même âge, il y a des associés qui ont la soixantaine, il y a des associés qui ont moins de 40 ans. Oui. Pour ceux qui se posaient la question. Moi, je me suis dit que j'ai failli te faire la remarque. Après, je me suis dit, c'est déplacé, je sais pas, on s'en fout. On n'est pas à ça près. Je me suis dit, finalement, t'as l'âge du fond. Ouais. Pas loin. On n'est pas si loin. Yes. Donc voilà, diversité d'âge, diversité de genre, diversité de nationalité. Ça fait que on n'est pas dans un univers, tu vois, où on est en complaisance. Ah oui, on a la même idée sur les deals, on pense exactement pareil. Comme si vous habitiez tous dans le 17e, quoi. Non, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, je te confirme. Et donc ça fait que, en fait, on n'a pas le même genre de beauté. Donc, il faut vraiment qu'on se convainque, quoi, parce qu'on n'a pas naturellement, on va pas aller vers les mêmes boîtes. Et d'ailleurs, vraiment, sur les 7 associés, tu vas voir, il y en a un qui a un style d'investissement qui est plutôt, moi, j'ai investi dans les boîtes avec très fort marché, très, très forte croissance et rentabilité, je regarde pas trop. Tu vas avoir un associé qui, lui, va plutôt venir du monde du private equity et donc qui, lui, va avoir tendance à très rapidement dire « Mais attends, même si le marché est petit, les marges peuvent être énormes. » Donc, ça peut être un... Et donc, cette diversité de deals, elle est intéressante pour la performance du fonds, mais elle est aussi intéressante pour le fait que on va beaucoup devoir brainstormer ensemble et se convaincre mutuellement sur l'intérêt des deals parce que naturellement, on va pas aller vers les mêmes. Donc, je dirais que, mais c'est une bonne question, j'y avais pas réfléchi avant, je pense que notre hungriness, elle vient du fait que de cette diversité d'équipes qui nous pousse à nous challenger les uns les autres, quoi. Et là-dessus, quand vous avez une méthode, une sorte de, je sais pas moi, de temps de réaction garantie, ou je sais pas, entre un dossier qui rentre, d'ailleurs comment il rentre, mais surtout entre le moment où il rentre et le moment où la décision est prise, vous avez un temps à peu près cible? Ouais, écoute, là, tu vois, j'ai un comité d'investissement aujourd'hui. Le champion, il l'a rencontré en début de semaine. Donc, en une semaine, tu peux avoir un comité d'investissement. D'ailleurs, du jour au lendemain, on est 7. Donc, du jour au lendemain, tu peux faire un type. De toute façon, on fait tout en Teams, puisqu'il y en a un en Allemagne, l'autre en Finlande, l'autre en Suède. Donc, tu te doutes bien qu'il faut pas que le comité d'investissement il soit à Paris. Donc, on se réunit à 7. Et d'ailleurs, s'il y en a un des 7 qui peut pas venir, on enregistre et maintenant on records le Zoom ou Teams. Et donc, on fait ça aussi
Tu veux l'archiver? Délinéarisé. Est-ce que c'est un truc qui est gardé pour la suite, pour plus tard? Non. Non. On Ce serait peut rigolo. ressortir le. Ce serait rigolo. Génial. T'étais contre. Ouais. Je te rappelle que tu étais contre. Ah, tu pensais à ça? Non, moi je pensais au contraire au succès. On ressort le deck de série A, on l'a fait ça, par exemple Vestiaire Collectif. Très souvent, je retourne sur la note d'investissement du CID de Vestiaire Collectif en mode attends, mais comment on est rentré dans ce truc qui était lunaire, quoi? Parce que t'essayes toujours de, tu vois, quand t'es sur un deal et que tu dis ah, merde, c'est quoi la taille de marché de cette boîte? C'est quoi la taille de marché, je sais pas moi, de l'orchestration des LLM, sachant que voilà, quand tu regardes le deal en tant que tel, le marché est pas encore mature par définition puisque la boîte est innovante dans ce marché-là. Donc moi j'avais fait cet exercice de revenir sur la note d'investissement de Vestiaire 3 mois après la création du site, quand j'avais regardé le marché. Taille de marché, estimation de la taille de marché de Vestiaire, on s'était dit c'est le marché des friperies offline, quoi. Il y avait rien d'autre en seconde main. Tu vois, le marché de la seconde main, c'était les petites boutiques. Offline, le terme, il fait tu peur. vois, l'horreur, quoi. Voilà, c'était les petites boutiques. Évidemment, c'était un marché minuscule et en plus qui était pas du tout attrayant, qui était pas du tout en croissance, qui était même plutôt en décroissance et qui donnait pas du tout envie. Mais donc voilà, ça parfois ça te permet de. Mais vous êtes rentré quand même. Et oui. Eh oui, super équipe, ouais, très belle traction déjà, même 3 mois après la création du site. Est-ce que tu as justement déjà fait des investissements malgré tout? Ouais, carrément. Malgré tout. Alors, j'ai appris que il faut pas le faire malgré tout dans toutes les conditions. Par exemple, mon petit playbook personnel, c'est de me dire si tu trouves que le marché est génial, que la proposition de valeur est top, mais que l'équipe est moyenne, tu le fais pas malgré tout. De toute façon, l'équipe est moyenne. Point. Ça, voilà, ça, quoi qu'il arrive. Par contre, le marché est moyen, la proposition de valeur est moyenne, mais l'équipe est top, tu le fais malgré tout. Et l'équipe est top. Ça veut dire quoi? Je sais pas, genre c'est des monstres et tu les vois sur un truc, tu te dis c'est peut-être pas exactement le marché, mais je pense qu'il faut y aller. Tu peux? Ouais, c'est ce que je disais là. Ouais. C'est exactement. Non, mais tu disais moyen, mais je veux dire après, genre, ok. Et vraiment nul, tu veux dire? Non, mais le truc, tu dis, ils sont un peu à côté, mais bon, honnêtement. J'ai l'exemple là, en ce moment, on regarde un deal, vraiment l'équipe, on la trouve vraiment incroyable. Et puis, attention, hein, ça veut dire quoi une équipe incroyable dans le domaine dans lequel ils sont en train d'exécuter. C'est-à-dire, tu peux avoir un mec incroyable en B2C qui se lance dans le B2B. Alors là, moi, je considère plus que... Enfin, tu vois, il faut que l'équipe, elle soit performante dans le domaine de la boîte. Mais voilà, si c'est pas le... Effectivement, si toi, je me trompe sur le marché et en réalité, ça va être incroyable, soit je me trompe pas et l'équipe va avoir l'agilité de pouvoir trouver autre chose. Donc, si j'ai plein de doutes sur plein d'autres choses que l'équipe, je crois que je vais bien vérifier que l'équipe est agile et que l'équipe est à l'écoute. C'est-à-dire qu'elle soit pas bornée sur OK, j'avais décidé que c'était ce marché, je lâcherai pas sur ce marché, quoi. Il y a des équipes incroyables, mais genre totalement nerd, quasiment un peu pas autiste, mais tu vois, j'ai reçu sur Génération Utursel, je vais le balancer, mais il y a quand même de l'affect. Non, il y a quand même de l'affect malgré tout dans ce que je vais dire, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui m'impressionne vraiment, mais un Alex Boisiz. Je pensais à un autre. Tu pourras me dire si tu veux, mais Alex qui vient de relever sur une valeur à 17 milliards, enfin sa boîte elle a 6 ans, c'est n'importe quoi, mais c'est un type qui a... D'ailleurs, c'est assez unique, je pense, le moment que j'ai eu avec lui sur un podcast, parce que je pense que, en fait, tu vois, dès que l'épisode s'est terminé... Il s'est refermé ou... En fait, il sait pas qu'il s'est refermé, parce qu'il est tellement à donf dans son business qu'en fait, il était plus là. Il a enlevé le mode avion et il est reparti. C'est-à-dire que quand il m'a dit au revoir, il levait la tête, il faisait ouais, il me regardait, mais je n'étais plus là, j'existais plus. Et c'est marrant, et à la fois... Salut Alex. Non, mais il y a vraiment pas de hard feeling dans ce que je dis. C'est remarquable professionnellement, mais tu dis, waouh. Est-ce qu'il a besoin socialement d'être... Donc là, ce que tu dis, c'est qu'il a peut-être des lacunes sociales ou il lui manque des skills sociales. Il faut réussir à passer outre, parce que je pense que quand tu vois quelqu'un très tôt comme ça, c'est un peu perturbant, à mon avis.
Ouais, bah alors donc je peux balancer aussi. Moi, je pensais à Florian Douetto de Dada Ah oui, Coup. c'est vrai dans le genre. Voilà, moi je me souviens voilà, t'as aussi cette barrière de dire il faut rentrer dans la coquille du génie, quoi. Et une fois que t'as cassé cette coquille, voilà, tu découvres le génie. Donc c'est pas un frein. Non, c'est pas du tout un frein. Il faut juste identifier que si t'avais besoin de ce skills, donc là en l'occurrence on parlait plutôt de skills social, et que tu sens que voilà est moins représenté chez l'entrepreneur, il va falloir qu'il s'entoure d'autres gens qui soient, tu vois, qui fassent qui compensent. Et à la fois Alex, comme d'ailleurs un autre qui m'impressionne. Je connais que lui qui est à New York, qui a cette boîte dans la pub. Content Square, Jonathan Cherki et Jonathan qu'on embrasse, que j'ai vu, mais en fait, ce sont des malades mentaux. D'ailleurs, alors Jonathan est quand même plus une bête sociale, beaucoup plus que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont une obsession du détail dans le business. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu un jour un message d'Alex Boisiz pour un micro-business, mais t'as pas idée, quoi. Et il allait, parce quelqu'un avait lui dire dans l'équipe, Mathieu peut nous aider à récupérer ce deal-là. Mais je pense que c'était un deal à 40 000 balles par an. Enfin, je parle d'un truc, mais tu te dis, mais d'où Alex il s'occupe de ça. Mais en fait, il savait que le coup de fil changerait tout, donc il fallait le faire, donc il le faisait. Et je dis ça et je compare à Jonathan, parce que récemment, j'ai vu Jonathan à la terrasse du Dôme, juste à côté, et il était en train de pitcher à un client. Il est très terrain, il est très à l'écoute. Tu te dis, attends, le mec, il habite à New York, etc. Il est en train de pitcher au Dôme à un client. Enfin, bon. Ok. Mais attends, il y a juste un sujet hyper important là, si je peux, c'est que en ce moment même, justement dans cette transformation de l'économie avec l'IA, il y a une sorte de premium au nerd, il y a une sorte de premium à l'entrepreneur tech, parce que justement, tu te dis, mais attends, le marché de l'IA est tellement en train de se transformer, la chaîne de valeur est tellement tous les jours en train de bouger. Si j'ai pas le mec qui comprend parfaitement cette chaîne de valeur et qui est capable de rester à jour de cette chaîne de valeur, vraiment à la minute près où ça change, ma boîte, elle va pas, ma AI native company, elle va pas pouvoir tirer profit de cette fenêtre d'opportunité. Et donc là, aujourd'hui, il y a un vrai premium à ces fondateurs. D'ailleurs, on le voit dans les gros macro rounds. Tu vois que les founders, c'est des ingés, c'est des scientifiques, c'est des chercheurs. L'avènement du nerd d'entrepreneur, finalement. Pardon, je te coupe. Enfin, il y a une vraie question à se poser là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fois, en ce moment, vraiment, il y a un premium pour ces entrepreneurs-là. À la fois, moi, j'aurais tendance à être contrarienne aussi sur ce sujet. Et moi, en ce moment, je chouchoute les experts sectoriels. Je pense qu'ils ont aussi leur carte à jouer s'ils sont suffisamment malins et agiles. C'est-à-dire que évidemment que l'IA est nécessaire pour venir déterminer des nouveaux use cases qu'on n'était pas capable de faire avant, et donc créer des champions qui étaient impossibles à bâtir auparavant, et donc forcément innover. Donc évidemment, l'IA est au centre de tout ça, et donc avoir des gens qui le comprennent, c'est nécessaire, mais il faut que cette IA, elle soit utilisée à bon escient. Et il faut trouver les use cases qui vont vraiment ne pas churner, générer du business qui est pour le long terme, etc. Et donc, je pense que finalement, aussi ces experts sectoriels qui, eux, comprennent très bien le besoin client, le besoin utilisateur, le truc qui manque pour pouvoir créer ce nouveau use case, évidemment accompagné d'un entrepreneur qui sait leverager l'IA pour arriver à ce use case-là, il est aussi très nécessaire. Je pense qu'il ne faut pas non plus les oublier, ces experts sectoriels. C'est l'addition, la complémentarité là, je reviens sur ma marotte de la complémentarité, mais je suis vraiment assez persuadée que c'est la complémentarité qui fait la force des fondateurs. Et c'est assez fou. Moi, ça me fait penser à deux choses, alors qui sont différents et qui réunissent un peu tout ce que tu dis. Dans les très nerds, Anton Osika, donc de Lovable, que j'ai croisé 2 fois récemment, en fait... qui est complètement pété du casque, quoi. Il est un peu, je l'adore, hein, mais il est, moi, il est arrivé, il a fait une micro-sieste de 2 minutes sur son siège avant qu'on enregistre parce qu'il s'était levé à 4h du matin. Mais tu vois, par exemple, très bon exemple, Lovable, on dit toujours, il y a que des chercheurs dans cette boîte, ils ont pris les meilleurs techs et tout. Ils ont aussi recruté le CMO de Lovable. C'est un mec qui venait de Google, c'est un mec qui venait de gros GAFAM, etc. Donc,
ils ont aussi recruté les meilleurs en CMO, mais très experts. C'est des mecs qui ont 25 ans d'expérience dans le marketing digital. Donc, tu vois, c'est pas juste des techs, quoi. Ils sont aussi ça m'étonne pas complémentarité, quoi. Antoine, si tu veux, moi, j'arrive ici à Paris. Il me rappelle, il arrive à Paris, un mois après. Il me passe un coup de fil et puis il me dit, je suis avec Simon Squibb. Je dis, putain, Simon Squibb, ça me parle. Tu sais qui c'est, Simon Squibb? C'est le mec qui arrête les gens dans la rue, qui dit, what's your dream? Et voilà, et qui les embarque. Okay. Et le mec, c'est le plus gros influenceur business au monde. Et il n'était pas avec lui par hasard, tu vois. Donc, Anton, il fait attention, il est super spécifique. Et ça me fait penser à deux autres que j'ai eu. Là, au disclaimer, je suis associé, actionnaire, mais Mino dans cette boîte qui s'appelle Arcades.ai. Arcades qui fait que j'ai reçu sur Génération It Yourself après, qui fait des avatars IA. Ouais. Donc on y est en vidéo un peu comme sur Sora 2, tu vois, ou sur Sora, mais dédiés, et c'est exactement ce que tu dis. Ils sont quand même un peu nerds, ils sont frappés du casque aussi, mais ils te font que des trucs faits pour la pub. Donc en gros l'objectif c'est de dire, tu fais tes campagnes de pub pour faire tes produits Castali, Samsung, Garmin, peu importe, et tu vas mettre un influenceur, une influenceuse qui n'existe pas. Ouais. Et eux ils vont t'en faire la même campagne 40 fois, avec une accroche différente, avec un machin différent. Pourquoi ils savent faire ça aussi bien? Et moi, ce qui m'inquiète, en fait, j'ai quand même mis un peu d'argent là-dedans, c'est que tu te dis, attends, mais il y a Sora 2 qui sort. Moi, à la limite, quand je vois le machin, je l'essaie, je leur dis, les mecs, on est mais je c'est m'affole. Des experts sectoriels et tu penses qu'ils vont. Mais eux, moi, je m'affole, je leur dis, mais on a perdu, ils viennent de lever 10 millions sur une valo à 50. Et ils me disent, mais non, t'inquiète, Mathieu, demain matin, on a branché l'API Sora 2. Le lendemain matin, l'API Sora 2, et qui est ouverte à 21h, le lendemain matin, à 9h du matin, elle est sortie. Et donc, ce qu'ils font, eux, c'est sur un marché super spécifique, exactement ce que tu viens de dire, un truc qui est super pointu. Mais en revanche, faut être complètement acharné pour faire ça. Faut être un peu malade mental, quoi. Parce que c'est pas un business pépouze, quoi, tu vois. Ouais, bah tu vois, là, moi je t'en regarde, là les deals qu'on fait chez Eventech en ce moment, tu vois, t'as à la fois des deals où effectivement c'est très AI native, par exemple, on a Amber Search, c'est vraiment des chercheurs en IA qui sont sur la recherche en entreprise avec l'IA. Et à côté de ça, tu vois, vraiment des experts sectoriels. Moi, j'ai investi en Oma Insight, c'est une boîte qui fait passionnant de l'homogénéisation de la donnée comptable. C'est un mec qui était dans un hedge fund pendant 10 ans et pendant 10 ans, il a créé son propre outil en interne technologique pour mieux gérer son portefeuille. Et ben, avec de l'IA, évidemment, il vend ça maintenant à tous les gestions, les asset managers, parce qu'il l'avait fait lui-même pendant 10 ans dans sa propre boîte d'asset management. Et donc, son expertise, évidemment, elle est difficilement duplicable. C'est un autre point sur l'IA dont on n'a pas encore parlé, mais c'est que ah ouais, c'est révolutionnaire. Ah ouais, il y a une ambition incroyable. Ça va très vite. Mais c'est aussi accessible de tout le monde. C'est-à-dire que, paradoxalement, ça a beau être une révolution technologique, ce n'est pas une barrière à l'entrée technologique, puisque tout le monde y a accès. C'est open source, tout le monde peut se plugger, il y a des API dans tous les sens. Donc, en réalité, c'est une disruption tech, mais ce n'est pas une barrière tech. Et donc, il faut trouver d'autres barrières. Pour nous, en tant qu'investisseurs, tu sais, on est hyper sensible à, comment je peux, est-ce que moi-même, je suis défensif? Quelle est ma défensibilité? C'est rarement la tech ces temps-ci, bizarrement. Alors même que, t'as l'impression que, oui, l'IA est nouveau, mais dans 2 jours, tout le monde y aura accès. Donc, peut-être que toi, tu vas avoir une ouverture parce que tu étais, comme tu disais tout à l'heure, la boîte dans laquelle tu as investi, parce que 2 jours avant, tu avais branché l'API au bon moment, tu vas avoir cette fenêtre d'opportunité, mais dans 2 jours, tout le monde aura cette fenêtre d'opportunité. Donc, il faut que tu aies une autre différenciation, et cette différenciation, moi, je pense que l'expertise sectorielle, elle peut tout à fait être la bonne. Est-ce que la manière de pitcher, l'approche des fondateurs quand ils t'approchent, est-ce que tout ça a changé? Est-ce que on est sur un peu toujours le même état de l'art? J'arrive avec un pitch, 10 pages maximum, première page, la problématique, deuxième page, j'enfonce une porte ouverte là-dessus, mais est-ce qu'il y a une best practice? Est-ce que il y a des trucs qu'il faut absolument pas faire? On en est où là-dessus?
Franchement, le gros du marché, ça n'a pas changé. Le gros du marché, c'est toujours le deck, c'est toujours, voilà, Donc, on t'envoie un deck, déjà. Voilà, je t'envoie un mail. Un two-pager. Toujours mieux que si il arrive chez moi pour une raison particulière, parce que je t'ai déjà croisé ou parce que tu m'as été envoyé par quelqu'un que je connais. C'est toujours mieux, évidemment. Mais bon, si on se connaît pas, on se connaît pas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le haut du panier, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire les quelques boîtes sur lesquelles on se bat tous pour rentrer, c'est je te passe un coup de fil, je t'envoie un WhatsApp et je te dis on se rencontre demain, faut que je te parle de mon projet. Il y a pas de deck, c'est juste je te fais rêver de mon ambition, je te parle de mes métriques que depuis les 3 derniers mois, parce que c'est des boîtes très jeunes souvent, mais ça peut être voilà sur la dernière année, regarde, j'ai multiplié par 6 mon nombre d'utilisateurs, et donc il y a même pas de deck là, c'est vraiment je te partage mes 3 points, ma vision. Encore une fois, on juge la vision et l'ambition surtout à ce stade de maturité, donc voilà, ça se partage oralement, quoi. Donc mais bon, on peut pas se permettre de le faire avec tout le monde, hein. J'ai pas voilà la possibilité de rencontrer tous les fondateurs qui veulent lever de l'argent, donc ça se fait que avec je dirais il y a une sélection un peu naturelle vers des entrepreneurs voilà qui me connaissent parce qu'on a déjà travaillé ensemble, ou qui connaissent des gens avec qui j'ai déjà travaillé, ou que moi j'ai proactivement et d'ailleurs de plus en plus c'est comme ça, encore une fois, le haut de marché, les quelques deals hyper concurrentiels, c'est les sociétés qui ne viennent pas à moi, c'est moi qui vais à elles parce que j'ai entendu dire, ou j'ai vu dans mes stats, ou j'ai des signaux faibles que j'ai aperçus avant même qu'on se rencontre vraiment avec l'entrepreneur, quoi. Et quid de l'IA là-dedans, pour vous? Est-ce que vous vous aidez d'analyse, de marché, de choses? Vous avez des moteurs? Enfin, ça, ce que j'entends, c'est que ça a assez peu changé du côté de l'inbound, c'est-à-dire les gens viennent et voilà. Est-ce que vous, dans vos analyses, vous êtes pimpé à l'IA? Alors, pas dans les analyses à proprement parler, je dirais en première étape, l'IA est utilisée pour l'outbound. Donc justement, pour quand nous, on va aller chercher les boîtes proactivement, plutôt que d'attendre qu'elles viennent à nous. Donc là, pour savoir, OK, vers quelle boîte je vais me tourner, on a mis en place des outils. Donc au début, c'était il y a 10 ans, des outils d'automation, et puis des outils de scrapping, et puis aujourd'hui, des outils d'IA pour pouvoir analyser ces petits signaux faibles. Une boîte qui recrute énormément, une boîte qui va avoir le trafic de son site qui boom, une boîte qui fait beaucoup de PR en ce moment. Donc tout ça, c'est des petits signaux faibles qui vont faire que mon scoring, j'ai un algo de scoring qui me dit OK, va contacter ces boîtes-là en premier parce qu'elles matchent tes critères d'investissement. Et donc effectivement, ça me permet d'aller proactivement contacter des entrepreneurs. Vous avez des boîtes qui pop comme ça grâce à l'IA. Ouais, carrément. Ouais, on a ce qu'on appelle un radar système un peu pompeusement, mais oui, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment nouveau parce que au début c'était des plugs d'API avec voilà les Twitter, LinkedIn, tout ça. Voilà, des LinkedIn, les apps des analytics des mobile apps, les analytics Alexa, Co, toutes les bases de données publiques qui te permettent de savoir, les sociétés.com, etc. Toutes les bases de données Papers, Co, qui te permettent de savoir qu'une boîte dans tel secteur est en train de se créer, atteint très rapidement tel nombre d'employés. Donc, on avait commencé comme ça avec des API, et puis voilà, petit à petit, on a fidé de l'IA là-dedans. Et ça, c'était un peu la première étape. Deuxième étape, c'est productivité. Donc, c'est évidemment, avant, on avait des analyses qui rentraient à la main, les decks dans notre CRM, d'abord dans Excel et puis ensuite dans un CRM. Et puis, aujourd'hui, finalement, voilà, l'IA va te récupérer l'information du deck et fider le CRM tout seul, et il n'y a plus besoin de taper à la mano ce qui se passe. Ça, c'est bien. C'est mieux. Deuxième étape. Et puis troisième étape, là on arrive dans l'étape des due diligence dont tu parlais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est pas encore chez nous vraiment standardisé, c'est-à-dire que chacun va leverager l'IA comme il le souhaite pour aller faire une étude de marché, pour aller challenger un petit peu quels sont les drivers de tel marché ou les drivers de telle société, ou quelles seraient les questions à poser en first meeting à telle boîte qui seraient pertinentes. Mais donc on n'a pas encore standardisé, mais on l'utilise tous d'une manière ou d'une autre, ouais. Sans parler de après les outils traditionnels de je prends des notes pendant mon meeting, les outils traditionnels de ma note d'investissement, j'écris les idées et puis ça va me rédiger une grosse partie tout seul et je repasse derrière pour lire. Bon voilà.
Fantastique. Et ça, vous êtes sur quels outils? Bon, honnêtement, on utilise beaucoup Copilot. Okay. Il y a 5 ans, on a un développeur en interne qui bosse pour nous. Et donc, lui, il a commencé à développer pas mal de trucs pour nous sur mesure spécifiques. Mais en fait, on se rend compte que ça va tellement vite. On peut repluguer des trucs sur étagère et le personnaliser à la marge autour pour créer des ponts entre les différents outils et s'assurer que voilà, tout fonctionne bien, quoi. Quelles erreurs tu vois le plus souvent dans les pitchs, dans les decks, dans les un manque d'ambition. Bah ouais, ça répond pas. Moi, je cherche des gens ambitieux qui ont envie d'atteindre minimum 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, quoi. Si tu veux pas être leader européen et que tu veux être que leader français, voilà, après, et encore, je suis pas en train de chercher le leader mondial, mais ouais, manque d'ambition, c'est ça. Et donc, tu me disais qu'est-ce qui a changé? Chez les plus jeunes, c'est marrant. Ça, c'est un truc à. J'étais hier soir, je faisais un événement chez un de mes sponsors, Conto, là, et puis il y avait toute une bande de XHEC. Puis il me demandait un peu les choses enfin, si toi, t'avais pu être meilleur, plus jeune et tout, et je leur dis, mais 1000 fois ça, quoi. Mais même quand je t'entends dire 100 millions, même aujourd'hui, je me dis, débarquer devant quelqu'un, lui dire, je vais faire 100 millions, je me dis, mais il va me rirorner, tu vois. Et c'est dur à assumer. Tout en assumant ça. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, tu peux très rapidement tomber dans l'excès de attends, le mec vient me voir et me dit qu'il va faire 100 millions l'année prochaine alors qu'il a rien fait. Non, tu vois, il faut que tu sois capable de le démontrer, de l'assumer, l'argumenter ton histoire. Donc sinon ça fonctionne pas, quoi. Mais ouais, c'est dur de trouver l'arbitrage entre être suffisamment ambitieux mais être crédible, quoi, et légitime. T'allais dire d'autres choses, manque d'ambition? Donc la question c'était qu'est-ce que tu vois comme erreur principale? Ouais. Ouais, bien sûr, en Europe, surtout en France d'ailleurs, parce que là je compare avec mes collègues et les dossiers qui viennent d'Allemagne et des Nordiques. Toujours, on cherche le meilleur produit. C'est connu, mais tous les jours, je le vois au quotidien, quoi. Les entrepreneurs français qui veulent avoir le meilleur produit et qui oublient de se demander quel est le meilleur go-to-market. Et donc, qui vont aller se concentrer sur non, mais tu sais, notre produit, il est meilleur que celui du concurrent, donc c'est sûr qu'on va gagner. Ah non, en fait, c'est pas le meilleur produit qui gagne. Hein. Si t'as pas un bon go-to-market, si tu sais pas le vendre, t'auras beau avoir le meilleur produit, si tu sais pas le mettre entre les mains de l'utilisateur, personne le saura. Donc, c'est vrai que c'est la base. Défaut français, quoi. C'est vrai. Et un truc dit d'ingé souvent un par peu, rapport ça, aux non? US, mais tu vois, dans les Nordiques, pour le coup, on voit l'inverse. Dans les Nordiques, ils sont très très bons en sales, très très bons en go-to-market. C'est vrai. Ils sont bien meilleurs pitchers, j'allais dire, que nous, parce que donc du coup, nous, on voit des pitchs, tu vois, dans des langues différentes. On voit des pitchs en anglais d'entrepreneurs qui ont une nationalité différente. Clairement, les Allemands sont nuls en equity story, ils savent pas du tout se vendre, alors que dans les Nordiques, ils sont très très forts. Super intéressant. La place des femmes dans tout ça, c'est un sujet qui t'intéresse? C'est un petit chapitre qu'on ouvre dans les 10 minutes qui nous restent, ou... Ouais. C'est un sujet sur lequel je me suis passionnée pendant les 10 premières années de ma carrière. Donc, j'ai co-créé Girls in Tech, qui était une association qui visait à promouvoir les femmes dans les associations, les femmes dans la tech. C'était une association américaine et on a ouvert le chapter France avec Roxane Varza, qui est maintenant à Station F, Mounia RK, qui est coach pour les entrepreneurs, et Samantha Jarizalny, Delaya, et toutes les quatre, on a monté ça vraiment en se disant le problème est même pas connu. Donc c'est-à-dire là, je vous parle il y a 15 ans quand j'ai commencé, ça ne se savait pas que il manquait des femmes dans la tech et que ça pouvait poser un problème. Et donc je dirais que pendant les 10 premières années de ma carrière, je me suis concentrée à ça via Girls in Tech. C'est devenu Starter, ça s'est rapproché de Sista, ça a été intégré à Sista. Donc pendant 10 ans, j'étais très impliquée là-dedans. Je prenais vraiment fortement à cœur, et je dirais que le gros de mon travail, c'était déjà de mettre en exergue le problème, de faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a un biais, qu'il y a des biais et qu'il faut y remédier. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que ça y est, quoi. Les gens ont compris qu'il y avait un biais, qu'il y avait un manque de femmes, que ça pouvait créer des problèmes, que la diversité pouvait apporter des choses, en tout cas. Donc, il y avait peut-être une opportunité qu'on n'avait pas bien saisie. Et maintenant, il faut régler le problème. Et je dois dire que
ça, je considère que je n'ai pas ma place ou mon rôle là-dedans. J'ai l'impression que t'as fait le job d'avant et puis c'est à quelqu'un d'autre. Et ce nouveau job, je dois dire que j'ai l'impression que c'est presque scientifique. Tu vois, j'ai envie que quelqu'un me dise, me démontre pourquoi dans les faits, j'ai l'impression que les femmes elles pitchent de manière moins ambitieuse que les hommes, qu'elles mettent des chiffres moins longs. J'ai pas levé. En fait, c'est toujours délicat pour un mâle de poser ces questions à une femme quand tu viens là-dessus, parce que en fait toujours revenir sur cette différence homme-femme et voilà. Non, mais est-ce que tu peux rentrer dans les préjugés, les clichés, etc. Mais je veux dire, même moi, ayant connaissance des biais, étant une femme, ayant participé à Girl in Tech, j'ai mes propres biais déjà, et j'en suis consciente. Tu vois, par exemple, moi, quand j'écoute un pitch d'une femme, c'est un truc de dingue, mais je sais que très rapidement, j'ai envie de passer. J'ai conscience de ce biais, mais j'arrive pas à m'en affranchir. J'ai envie de l'aider. Comme j'ai envie de l'aider, je sais que je sors de ma casquette d'investisseur et donc je l'écoute plus en tant qu'investisseur, je l'écoute en mode consultante, tu vois, et donc j'ai envie de l'accompagner, mais déjà, j'ai enlevé ma casquette d'investisseur, donc probabilité que j'investisse, c'est faible, tu vois. Donc déjà, moi-même, alors en étant une femme, donc voilà. Donc elles sont rares, les femmes, hein, quand même, françaises. Bah ouais, 12% d'élevées. Non, mais en plus, alors c'est lié, c'est peut-être 12% des femmes d'ailleurs, mais qu'on une grinta, une fin, un truc, tu vois, Marie Houtier, quand elle débarque, t'as un truc. Mais tu sais, ils sont rares les hommes aussi. Hein. Enfin, je vais dire. Oui, je te dis moi tout à l'heure. Mais, tu vois, t'as quand même les mecs qui vraiment arrivent et te disent ce dont on parlait. Quoi. Je vais faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 2 ans. Et bien dans les yeux. Voilà. Non, mais moi, tu sais, j'en vois plein toute la journée. Il y a aussi plein d'entrepreneurs qui sont pas capables d'avoir ce position. Et alors, attends, pardon. Est-ce que si demain on n'a plus beaucoup de temps, mais quelqu'un vient, moi je le coach un peu, je lui dis tu vas voir Audrey, et il me dit qu'il va faire 30 millions, et que j'arrive à bien le coacher, à le mentaliser, qu'il vient te voir et qui te dit je vais faire 100 millions. Est-ce que tu crois que le fait que dans sa tête on ait réussi à changer le disque, est-ce que c'est plus intéressant ou est-ce que c'est bullshit? Est-ce que quelque part ça va faire qu'il va faire, il y a plus de chances qu'il aille faire 100 millions parce qu'il a changé son objectif? Ouais, disons que je sais pas comment tu l'as coaché. Si tu l'as coaché en média training, je pense que ça suffira pas parce que le lendemain du pitch, il va se retrouver derrière son ordi et voilà, il va avoir dans la manière dont il va exécuter son business, il va avoir ce même sentiment qu'il sera pas capable d'aller choper les 100 millions. Par contre, si tu l'as coaché, et ça, j'y crois vraiment, je pense que tu peux coacher quelqu'un et lui dire mais attends, regarde autour de toi, l'opportunité elle est là, ton expertise elle est là, donc ça, je pense que oui, donner confiance à quelqu'un et lui dire regarde, t'as toutes les cartes en main pour y arriver, et notamment comment aider des femmes qui ont peut-être moins confiance en elles à prendre la parole et sortir de ce complexe de l'imposteur. Oui, je pense que c'est faisable, mais c'est un petit peu plus compliqué qu'un média training. Je veux pas minimiser le média training, mais je pense que c'est plus profond, quoi. Et c'est en ça que je disais, là, on est dans une étape pratiquement scientifique, c'est que je me demande même si c'est pas dans l'ADN, si tu veux, de certaines personnes, d'être un peu plus shy, d'être un peu plus moins confiant, d'avoir moins confiance en soi, etc. Et donc, transformer cet ADN, ça nécessite comme des années de psy, quoi. Tu me disais tout à l'heure que vous étiez souvent lead, ou toujours lead, et au board. Ouais. 2 questions là-dessus. Il y aura une qui vient en second, mais que je vais poser en premier pour pas l'oublier, qui est pourquoi. Et la première qui est est-ce que là-dessus ça peut être une femme ou un homme, mais qui arrive avec t'es recommandé, il y a un début d'idée, il y a rien de fait, il y a même pas de deck, mais en fait tu sais que ça va partir. Est-ce que tu peux aller mettre 1 million sur quelqu'un comme ça? Est-ce que tu l'as déjà fait? Moi, je l'ai déjà fait, ouais. Et derrière, pourquoi tu veux être lead? Et est-ce que tu acceptes des copains en tant que lead? Alors, attends, je vais quand même répondre à la première question en premier parce qu'elle était intéressante. Pourquoi est-ce que je veux être lead? Parce que en tant que early stage investor, je me rends compte que il faut défendre les intérêts tout au long de la vie de l'entreprise, financiers, les intérêts financiers de mon fonds, quoi. Et je me rends compte que quand t'es follow, tu peux assez rapidement perdre la main sur les décisions principales de la vie de la société, et donc tu peux te retrouver à ne plus pouvoir vraiment décider si tu sors, si tu restes, si tu réinvestis, si tu te fais diluer, et ça, on n'est pas très confort vis-à-vis de la responsabilité qu'on a par rapport à nos investisseurs, parce que les performances financières peuvent être tronquées, quoi, par rapport à ça.
Ok. Donc avoir la main sur l'orientation stratégique de la boîte, même si ça se fait en binôme, évidemment en partenariat avec les entrepreneurs, mais au moins de pouvoir dire si j'ai envie de sortir, je sors, si j'ai envie de remettre, je remets. Évidemment dans la limite de ce que l'entrepreneur veut faire avec toi, hein, c'est un partenariat. Mais si t'es follow, finalement tu te ranges derrière l'avis du lead investor tu suis ses décisions à lui. Donc dans certains cas ça peut être pertinent si tu mets des tout petits tickets, si tu as une stratégie de volume et que finalement tu diversifies et donc tu dis dans le lot il y en aura qui vont cartonner et qui vont rembourser. Si tu investis dans 3 deals par an, je pense que ça fonctionne pas. T'es pas assez maître. Si tu fais peu de deals, il faut que tu sois maître de ces deals-là, quoi. Okay. Et en étant lead, tu peux le faire. Et ensuite, est-ce que je partage alors, est-ce que je peux être lead très tôt? Bien sûr, je peux être lead sur Slide. Hein, je te disais, Vestiaire Collective, 3 mois après la création du site. Withings, premier tour institutionnel. Webedia, qui est le média derrière Pure People. Je connais le Webedia. Ouais, Halluciné, jeuxvideo.com, etc. Donc c'est une boîte qui vaut 1 milliard aujourd'hui. Sur Slide, on a investi. Believe. Cédric Siré à l'époque. Ouais, Cédric Siré. Ouais, ok. Believe, superbe, ok. Ouais, Believe. Believe, fallait y croire. Hein. Ouais, transforme. Alors attends, Believe, je passe 2 secondes dessus, incroyable. Le mec est bien, le fondateur, il vient et il te dit, là, quand je dis les gens qui sont ambitieux, mais une vision marché. Ouais, sûr, le type te dit, je vais digitaliser le monde de la musique. Mais ça veut dire quoi, digitaliser? Ça veut dire que, tu sais, les CD, mais à l'époque où il nous le dit, les CD, c'était 3 étages du Virgin Store sur les Champs-Élysées. Donc, il y avait que ça, des CD. Il te dit, non, mais ça n'a aucun lieu d'être. Il y aura plus de CD demain, la musique sera digitalisée. C'est vrai que quand je te pitchais ça à l'époque, mais pour y croire, il fallait vraiment comprendre qu'il avait une vision incroyable. Il nous a emmenés dans sa vision et dans toute l'aventure Believe. Il a eu l'agilité aussi de être flexible en fonction de l'évolution du business model du monde de la musique, parce que tu peux pas tout seul révolutionner toute une industrie. Donc il faut que tu t'appuies aussi et que t'attendes que les leaders du marché décident aussi de faire évoluer. Donc, pourquoi on parlait de ça? Parce que les fondateurs ambitieux qui ont une vision démesurée et arrivés très tôt. Dans Believe, on est arrivé vraiment très très tôt. On était premier investisseur institutionnel aussi. Donc, oui, tout à fait possible de leader tôt. Hein. C'est pas parce qu'on lead qu'on peut pas arriver tôt. Et on peut aussi co-leader. Donc, bien sûr, on peut faire de la place aux copains, évidemment. Et surtout les copains qui sont complémentaires. Je reviens encore sur cette idée de complémentarité, mais je pense que chacun a une valeur différente à apporter. Plus on est autour de la table avec des valeurs différentes, mieux c'est. Il y a des copains avec qui on s'entend pas, sans les citer. Je veux dire, il y a des fonds avec qui vous n'êtes pas compatibles, tu crois? Il y a d'autres fonds qui veulent aussi être lead. Donc, il y a un moment donné, si on veut chacun mettre 6 millions et que le tour, il fait 5, ça va pas marcher. Donc, parfois, si on fait la même taille et qu'on a les mêmes objectifs et que le tour, il permet qu'à un fonds de prendre le lead. Je suis pas encore assez expérimenté dans l'univers des fonds européens, et j'allais dire parisiens, mais européens de surcroît, mais pour savoir un peu, pour connaître les petites rivalités, etc. Est-ce que dans les historiques, justement, vous êtes plus entre historiques et vous êtes plus copains, ou est-ce que justement vous êtes plus rivaux? Non, je dirais que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de complémentarité entre les micro-VC. Je suis assez fan des micro-VC, là, si je peux raconter. C'est que, ces nouveaux modèles, et j'en parle d'autant mieux que OVNI en fait partie et que, on est là grâce à eux. Franchement, je suis assez fan on le disait tout à l'heure, il y a besoin d'une agilité dans ce marché et justement, pouvoir associer l'agilité du micro-VC avec le track record, la solidité financière, le reach et le réseau d'un VC pionnier, ça fait vraiment une proposition de valeur qui est explosive pour l'entrepreneur. Donc, je suis assez fan de ce partenariat-là. Donc, moi, personnellement, j'aime bien m'associer avec d'autres micro-VC, quoi. Okay. Enfin, avec des micro-VC. Je vais te prendre 2-3 questions. On va les faire très rapides. T'as vécu pas mal de cycles déjà. On est dans quel cycle? Je suis super jeune, hein. Oui, je sais, mais ça fait 10 ans que t'es dans ce game, et en tout cas 10 ans chez Ventec, juste avant 15 ans, 15 ans, t'as vu des choses quand même. Ouais. On est dans quelle phase là? On est dans quel cycle? Je dirais. C'est difficile à lire, moi. Mais... je dirais par rapport à l'IA, si tu fais référence au cycle IA, plus... Ouais, et puis, mais aussi d'investissement aussi. Est-ce qu'on investit beaucoup? Est-ce qu'on investit moins? Beaucoup moins. Donc, quand tu regardes les chiffres, alors Q3, c'est un rebond, mais l'année 2025, le H1 2025 est catastrophique. Quand tu regardes les chiffres, mais Q3, très fort rebond. Et donc, dans quel cycle on est? On est dans un cycle où on vient de sortir de, on va dire, il y a eu 10 ans entre 2000, peut-être pas 10 ans,
2015 ou 2013, 2023, où vraiment il y a eu énormément de croissance, c'était que de la hausse. Et puis voilà, est arrivé, il y a eu le Covid qui a encore accentué ça. Et donc, comme tu le sais, il y a eu un petit retournement de marché en tout cas. Et donc, on est encore dans une prudence. Donc, il y a beaucoup de dry powder chez les fonds. Et il y a cette ambiguïté sur l'IA, on est all-in, mais sur les autres boîtes, il faut vraiment qu'elles soient profitables, rentables, même si la croissance... donc, il y a un peu cette ambiguïté. Il y a eu, vous et d'autres, j'ai l'impression, des moments où tout était trop cher, en 2022, 2021. Ouais. Vous êtes rentrés dans des trucs trop chers Alors, on a eu de la chance, on venait pas de lever un fonds, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds qui se sont créés quand l'argent était facile, donc ont beaucoup investi. Voilà. Nous, il se trouve que en termes de phase de fonds, on était en fin de période d'investissement, donc on n'a pas pu déployer trop à ce moment-là, tant mieux peut-être. Mais on a réinvesti dans des sociétés dans lesquelles on était déjà à des valorisations du nouveau lead qui rentrait, donc un peu malgré nous parfois, on a surpayé entre guillemets. Et effectivement, on est peut-être aussi dans cette phase-là où aujourd'hui il y a un rattrapage des valorisations qui avaient été émises en 2021. Ou 2022, ouais. Ok. C'est un métier à la fois, tu dis, artisanal, petites équipes, éprouvant. Comment on dure dans ce métier ? Fait de la boxe ? C'est un métier de long terme vachement, donc je pense qu'il faut pas trop bouger. C'est très ambivalent en fait. Ce que je trouve, c'est que c'est un métier de long terme dans un truc qui va hyper vite. Qui bouge très vite, c'est vrai. C'est quand même très chelou. Ouais. Donc il faut pas être trop nerveux. Il faut avoir confiance en soi. Je pense qu'il faut quand même se faire confiance parce que encore une fois, la feedback loop, tu l'as vraiment sur le long terme. Donc il faut que tu aies tes convictions, quoi. Et tu l'as eu où toi, ta confiance en toi ? Alors, je dirais pas non plus que moi j'ai super confiance en moi, mais pardon, j'aurais pu te poser cette question. T'as pas l'air. Non, mais si, je pense que si quand même. Si. Honnêtement, je le dis pas souvent, mais ouais, je pense quand même que j'ai confiance en moi et que j'ai des convictions fortes et parce que d'où je l'ai obtenu. Je pense que j'ai vécu dans un environnement où on m'a donné confiance en moi, quoi que ce soit dans le perso ou dans le boulot. On m'a toujours fait confiance, on m'a laissé faire ce que je pensais être la bonne solution et jusqu'à présent, j'ai pas trop été déçue. J'ai eu évidemment des échecs, mais j'ai appris de ces échecs. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai grandi. Ton plus gros échec en tant qu'investisseur ? D'habitude, on demande le plus gros succès. J'y viens juste après, parce que sinon je finis sur une mauvaise note. Mon plus gros échec, c'est pas très cool de parler d'eux, mais c'est pas très cool, mais bon, je vais quand même le dire parce que c'est une histoire super intéressante et je pense que ça devrait, ça donnera des idées aux futurs entrepreneurs. Mais donc, j'ai investi vraiment. Tu disais, est-ce que tu es capable d'investir très très jeune ? En une semaine, j'ai investi sur Slide dans Talent.io, qui était une boîte qui recrutement de développeurs montait très très fort, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc recrutement tech, rentable. Donc c'est même pas la boîte qui a burné, qui a fait n'importe quoi, etc. Mais retournement de marché. Qui a fait que en 3 mois ils ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires et on n'avait pas suffisamment de trésor pour compléter et donc effectivement il n'y a pas eu un succès financier à la fin. Il y a eu d'autres succès que des succès financiers, hein. On a placé beaucoup d'emplois, on a je pense aussi participé à plus de tech dans les startups puisqu'on a placé ces emplois tech, etc. Et une très belle aventure entrepreneuriale dont je garde un très bon souvenir avec les entrepreneurs. Donc parfois, même quand financièrement ça se passe pas bien, tu gardes contact, tu peux réinvestir dans d'autres idées des fondateurs qui remontent leur boîte. Donc voilà, il y a quand même du positif dans tout ça. Oui, je pense pas que ce soit... Il y a rien de méchant à l'égard des fondateurs. C'est bad luck aussi. Et même, voilà. Ouais. Et ta plus grande fierté ? Attends, hyper dur ça d'en sélectionner une. Mais peut-être un exemple aussi qui est sympa à raconter, c'est Inside In, une société à Amsterdam dans laquelle j'ai investi dans le Customer Success, que j'ai vendu à Gainsight, qui est un des leaders du Customer Success aux US. Et c'est vrai que résilience de l'entrepreneur et agilité de sa vision. J'ai investi, faisais du support client et
Voilà, c'était une boîte qui était autofinanciée pendant 5 ans, donc rentable. On est arrivé, on a investi 7 millions. Le fondateur, il a recruté des équipes en se disant c'est bon, on va scaler. On avait réussi à atteindre, 3 millions d'ARR sans lever des fonds. Donc, en levant des fonds, très vite, on va tripler, quoi. Et c'est très difficile de changer de culture d'entreprise, de passer de bootstrap à lever de fonds. Et puis, on a fait des erreurs. Enfin, voilà, vraiment, humblement, je le dis, j'ai probablement fait des mauvais choix aussi avec eux. Et donc, en fait, non, des 3 millions, on était plutôt en train de churner et partir en décroissance. Et puis, l'entrepreneur incroyable, il avait une vision de fou et il a trouvé qu'il y avait un sous-segment dans le marché qui était hyper intéressant, qui était le B2B SaaS, et qu'en se focusant là-dessus à 100% et en ne faisant que ça, alors que 90% du business, c'est sur des telcos, large enterprise, shifter de business model, shifter d'ICP, quoi, de clients. Et là, on arrivait sur du 3x year-on-year, ou 3-4x year-on-year sur ce nouveau business, cette nouvelle ICP. Et comme grâce à ça, en fait, on a vendu la boîte à Gainside. Donc, aussi très bel exemple de résilience, d'agilité, de vision et d'exécution. Ton aller-retour le plus rapide, genre la boîte dans laquelle t'es rentré qui est ressortie le plus vite? Storytel. Ouais. J'ai revendu à Criteo de 18 mois après être rentrée. Et en plus, pendant ces 18 mois, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai eu un congé mat pendant les 18 mois. Je suis rentrée du congé mat. La boîte est vendue. Donc, j'avais fait un board. Je les ai jamais vus. On a dû faire 2 boards. Enfin, si c'était ça m'avait pris du temps pour convaincre les entrepreneurs de les financer. Ensuite, je suis partie en congé mat et puis je suis rentrée. Il y avait une term sheet sur la table. Ouais. Ce que tu viens de dire, ça me marque la passée du bootstrap à la levée. Moi, j'ai levé quelques fois, mais en fait, je crois que je suis nettement meilleur en bootstrap dans les entreprises parce que j'ai besoin de gagner de l'argent, d'être rentable. J'ai du mal à cramer de l'argent qu'on m'a donné et me dire, tiens, le retour... Ouais, mais le buy-side de ça, c'est que parfois, tu vas moins vite que ton concurrent et tu peux te faire bouffer. Non, mais c'est sûr, mais ça me fait juste penser qu'il y aurait quasiment un métier, je sais pas s'il existe, dans et autour du VC à inventer, qui est d'accompagnement du bootstrapper vers alors évidemment tu fais pas les choix à la place, mais dans l'aide à qu'est-ce que tu fais de ce machin. Alors c'est très marrant que tu dis ça parce que tu sais qu'il y a une très grosse tendance de fonds qui est pour les fonds de private equity small cap de venir investir, voire racheter des sociétés qui sont venture backed, donc l'opposé, c'est-à-dire comment je fais pour transformer la boîte qui était partie sur Rocket, quoi, qui était partie sur du booming, mais bon voilà, qui rate un petit peu son objectif, de la remettre sur les rails de la rentabilité et de la remettre dans un track PME. Une petite cure pas très agréable généralement ça, mais ok. Mais bon, ça fait des belles boîtes quand même, tu vois. Vrai, peut-être que donc en tout cas, on voit un rapprochement de ces deux mondes, le monde de la rentabilité qui est très fortement représenté par les financiers de LBO, enfin les fonds de LBO, et le monde au contraire de la forte croissance, fortement représenté par le VC. On est en train de créer des ponts entre les deux mondes. Dernière question, Audrey, avant que je te lâche. Ah tiens, 2 choses. Je sais que tu lis quand même un peu, toi, ou pas mal. Alors, beaucoup. J'écoute tes podcasts, oui, surtout. Mais qu'est-ce que merci, déjà. C'est cool. T'aurais, je le pose pas toujours sur OVNI, mais un livre à me recommander, toi? Un livre que... Vraiment, pour un entrepreneur ou pour un investisseur, Principles de Ray Dalio. Idole. Ouais. Je l'ai en bas dans le studio. J'en ai encore parlé hier. Enfin, tu vois, dans les discussions, vraiment, c'est le truc de radical... Transparency, radical candor. Ça revient tout le temps. Ça peut être un peu hardcore, ces principes par moment, mais c'est intéressant. Alors, son dernier podcast, Die of a CEO, il n'est pas très réjouissant, il est un peu dark dans ses prédictions, mais ok. Et si tu devais donner un conseil à la jeune Audrey quand tu commences en tant qu'investisseur et que tu pouvais dire attention Audrey, là-dessus, si tu peux gagner quelques années en faisant ci ou ça. C'est vrai que tu poses tout le temps cette question dans les podcasts et je n'ai même pas réfléchi avant de venir. Mais je dirais... disons que j'ai appliqué ce conseil, mais je l'ai appliqué avec peur, avec angoisse. Donc, si on m'avait dit fais ce que t'aimes faire sans te poser trop de questions,
j'y serais allée peut-être un petit peu plus librement, quoi. Mais moi, j'ai l'habitude de poser des petits tableaux, les pour, les contre. Est-ce que j'ai bien fait quand j'ai pris la décision de rentrer dans le VC, c'était irrationnel. Enfin, je veux dire, il y a 15 ans, le VC, c'était une industrie minuscule, personne ne connaissait. J'avais des offres en cabinet de conseil. Ce choix de dire non, où j'étais 3 fois mieux payée que dans le fonds de capital risque, ce choix-là, c'est un choix que j'ai pris. Alors, je l'ai fait, mais en serrant les fesses, quoi. Tout le monde me regardait en disant mais pourquoi elle fait ça? Quelle idée? Quand je dis tout le monde, ma famille, mes amis, quoi. Et si quelqu'un m'avait dit non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si t'aimes ça, en fait, si tu kiffes, tu vas être performante, et si t'es performante, ça va bien se passer. Il n'est pas encore sorti, peut-être quand ce sera le cas quand on aura sorti cet épisode, mais j'ai enregistré cette semaine avec un type qui s'appelle Thomas Samut, qui est le préparateur mental, le coach mental de Léon Marchand, de Florent Manodou, de beaucoup de nageurs et de certaines équipes, notamment Brest. Quand il était coach mental de Brest, ils sont arrivés 3e en Ligue 1. Brest, hein, c'est pas, si tu connais pas le foot, mais même de loin, c'est pas le PSG, quoi. Et en fait, c'est marrant, j'ai essayé d'avoir de lui tout le long de ce podcast des techniques, des machins. Bon, je vais un peu le spoiler, puis vous allez pas l'écouter, mais il faut quand même l'écouter parce qu'il y a plein d'autres apprentissages quand même. Mais à la fin, il dit quand même que ça, quoi. Il dit en fait, ta zone de génie, tu vas la trouver que si t'es bien et que t'aimes ton truc. Et il me raconte, s'il faut l'écouter, je vais d'ailleurs pas vous la spoiler, mais l'histoire derrière Florent Manodou et sa finale où il finit médaille de bronze au JO de Paris. J'en ai des frissons rien que d'en parler comme ça, quoi. Et en fait, c'est tellement mieux et c'est tellement rare. C'est-à-dire que, moi, je pense que j'ai l'impression d'être entouré de gens qui aiment, peut-être pas dans mes équipes, je crois pas, en tout cas, je fais attention à ça, mais de gens qui aiment pas ce qu'ils font. Ouais, en fait. Exact. Et faire ce que tu fais, ça te rend plus performant dans ce que tu fais et ça te rend plus résilient dans ce que tu fais. Et j'allais y venir justement dans le management et la culture de la boîte. C'est vrai que il faut aussi laisser la liberté. On a eu l'habitude, là, sur les 10 dernières années, de super spécialiser les gens, de leur dire, voilà, toi, tu vas être l'expert, pas l'expert marketing, pas l'expert branding, mais l'expert marketing à la performance dans l'inbound dédié aux réseaux sociaux. On a spécialisé les gens et du coup, ils n'ont pas la liberté de pouvoir trouver cette zone où tu surkiffes et donc tu vas être super performant. Et donc, je pense que là, on va peut-être aller chercher des gens un petit peu plus transversaux et on va peut-être y revenir de cette surexpertise. Il faut quand même que je finisse par cette question. Ne t'inquiète pas, c'est pour ta com et ton marketing. Que fait Ventec? Vous avez qu'à venir sur le site. Je ne le dirai pas, Edna. Voilà, tu te feras engueuler pour des bonnes raisons. Salut Yakoun, c'est ma head of com. Voilà, on l'embrasse, on t'embrasse. Merci Audrey Soussan. Donne-moi, tiens, un mot de la fin. Moi, je voudrais que ceux qui nous écoutent, moi j'ai adoré cet épisode et j'ai appris des choses sur toi que je connaissais pas, donc je suis trop content parce que la dernière fois que j'ai dîné avec toi, tu m'as parlé. Tu te souviens de ce que tu nous as raconté? De la rencontre avec ton mec. Et j'étais très surpris que tu me racontes ça et j'ai trouvé ça super beau. Parce que tout le monde racontait la rencontre avec son mec. C'est vrai, mais tu nous l'as raconté et j'ai trouvé ça très drôle. Et donc, là, en fait, tu vois, t'es dans un autre registre et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cet échange et j'ai appris pas mal de choses et je trouve ça très inspirant. Donc merci Audrey. On te suit et donc ceux qui nous écoutent partagent. Mais mets un mot de la fin à taguer en commentaire sur LinkedIn par exemple. Un mot. Kiffez ce que vous faites. Kiffez ce que vous faites. Voilà. Merci à vous tous. On se retrouve sur LinkedIn. Abonnez-vous à tous ces podcasts sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, partout. Et puis envoyez vos decks à Vintech juste après OVNI, quoi. Bisous. Salut.